Pour celui qui est très seul, le bruit est déjà une consolation. C'est ce qu'affirmait un certain Nietzsche, une parole prophétique peut-être à l'heure où l'isolement reprend malheureusement du terrain dans nos contrées occidentales, à l'heure du tout digital et surtout après l'effet Covid. Sauf que l'homme ne s'est jamais autant plaint du bruit. On parle même aujourd'hui de pollution sonore. La France doit agir rapidement pour diminuer cette pollution. C'est même le rappel à l'ordre envoyé par la Commission européenne dans un avis motivé récemment le 28 septembre. L'exécutif européen qui reproche à la France de ne pas respecter la directive européenne de 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Bref, question que nous allons nous poser aujourd'hui, la pollution sonore est-elle source carrément d'agitation intérieure? Tentative de réflexion et j'espère peut-être de réponse dans cette émission En quête de sens, qui, je le rappelle, est diffusée sur RCF et Radio Notre-Dame en simultané. Voilà, chers auditeurs qui nous écoutez des quatre coins de la France et même de Belgique, du Luxembourg et d'autres contrées francophones. Bienvenue si vous nous rejoignez et si vous nous découvrez. À l'heure où nous parlons de bruit, alors c'est vrai qu'entre les villes et les campagnes, il y a quelques disparités. Marie Dvara est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes journaliste chez Famille Chrétienne. On peut préciser ce que vous faites. Les auditeurs aiment bien savoir un petit peu. Chargé des contenus de diversification de Famille Chrétienne, c'est ça finalement. Tout à fait. Donc podcast, coaching en ligne, etc. Vos sujets de prédilection concernent plutôt les témoignages de foi. Et justement, vous avez bien travaillé dans cet ouvrage magnifique, Sagesse cachée des monastères, 10 rencontres au parfum d'éternité, un livre préfacé par Thibaut de Montaigu, auteur de La Grâce que nous aimons beaucoup recevoir ici à Radio Notre-Dame, et concocté avec Samuel Pruvot et Guillaume Rivière pour les photos. C'est vraiment un ouvrage à se procurer, on dirait le grand silence en livre, quoi. C'est un petit peu ça, Marie. Il y a un petit peu la même ambiance, oui. Ouais, un silence reposant, parce qu'il y a le silence qui tétanise aussi, on en parlera. Silence habité. Le silence, oh, comme c'est bien dit. Karl de Miranda est en ligne avec nous. Bonjour Karl. Bonjour Marie-Ange. Vous qui êtes toujours auteur, toujours conférencier et consultant dans les domaines du cheminement vers le bonheur, rien que cela, polytechnicien que vous êtes. Vous avez publié notamment Un monde heureux est encore possible, bien choisir son lieu de vie pour vivre en harmonie. Ça nous dit un peu qui vous êtes aussi en lien avec le sujet du jour. Et puis 10 étapes clés sur le chemin du bonheur aux éditions Jouvence, votre site internet karldemiranda.com. Karl de Miranda, donc, qui s'intéresse évidemment à cette question de l'agitation intérieure. Et Christian Hugonnet, enfin. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous recevoir, cette fois en chair et en os. Absolument. Nous vous avions reçu pendant le confinement, c'est amusant, on se le rappelait juste avant d'entrer dans ce studio. Ingénieur du son que vous êtes, acousticien, clarinettiste. Vous collaborez régulièrement avec Radio France, si je ne me trompe pas, avec de grands noms de la musique et du cinéma. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question du bruit, qui à la fois, c'est drôle cette phrase de Nietzsche, j'ai pensé à vous un petit peu en l'écrivant, pour celui qui est très seul, le bruit est déjà une consolation. On aurait pu croire que cette phrase aurait pu être écrite tout simplement aujourd'hui, par exemple par vous, non? Par Absolument. exemple. Oui, le bruit, quand il est maîtrisé, est une consolation. Il faut... Maîtriser. La première définition qu'on puisse donner en fait du bruit, c'est le son dont on ne veut pas, si je puis dire. Le bruit est toujours perçu comme quelque chose de négatif. Faire du bruit. Je suis en tant qu'expert judiciaire aussi, je vis ça au quotidien aussi dans mes expertises. Quand on n'aime pas son voisin, on dit qu'il fait du bruit. Et donc c'est le son qu'on rejette de l'autre en fait, d'une certaine manière. Mais il y a des bruits que l'on accepte. Les sons que l'on accepte ne sont plus des bruits, évidemment. Ce sont des sons. Alors du coup, ce sont des signaux qui sont positifs, qui nous font du bien. Mais le bruit a cette vertu, pour répondre à votre question, qui est celle du bien-être aussi quand il est maîtrisé à faible niveau. Le bruit est un élément qui vient cacher, qui vient masquer des éléments qu'on n'a pas envie d'entendre, à commencer par soi-même. C'est-à-dire que si je vous mets dans une chambre sourde, donc sans pénétration du son extérieur, vous allez vous retrouver à vous écouter vous-même et le mouvement, les sons que vous allez produire ne sont pas très agréables à entendre. Ce n'est pas un mal en soi, au fond, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, pas forcément. Pas forcément. Marie Dvara, vous avez justement pénétré dans un monde avec Samuel Pruvot et Guillaume Rivière qui est dépourvu de bien des bruits, mais pas de bruits. Certains bruits, ils sont présents. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez perçu.
pour commencer, dans Oui. l'environnement de cette pérégrination? Oui, effectivement, moi j'aime bien une citation d'un prêtre qui dit que le mot silence est équivoque parce que la vie fait du bruit, et donc l'absence de bruit, c'est l'absence de vie. Ouais. Et donc dans les monastères que nous avons visités, il n'y avait pas une absence de bruit, il y avait tous les bruits de la nature, il y avait les bruits de l'office, il y avait mais c'était une harmonie plutôt bienfaisante. Ouais. Et il y a ce bruit extérieur et puis il y a le bruit intérieur. Les moines, en fait, ils sont tout habités par la parole de Dieu. Donc ce n'est pas le silence entier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un silence qui est habité par une présence, par une parole. Ouais. Karl de Miranda, effectivement, pour commencer par l'environnement bruyant, le bruit est source de consolation. Vous êtes pour terminer ce premier petit tour de table, si je puis dire. Oui, alors pour prendre un peu le contre-pied de ces espaces sacralisés qu'on vient d'évoquer où le silence est habité, c'est vrai que vous faisiez référence aux injonctions reçues par la France de la part de l'Union européenne. Aujourd'hui, malheureusement, notre société moderne produit des niveaux de bruit qui sont scientifiquement, notamment mesurés par l'Agence européenne pour l'environnement, Oui. qui posent problème pour la santé, pour une proportion vraiment non négligeable de la population, puisqu'on estime qu'en Europe, environ 20% des habitants de l'Union européenne sont soumis à des niveaux de bruit problématiques pour la santé. Donc forcément, quand c'est à un niveau tel que c'est problématique pour la santé, on peut supposer que ça a des répercussions sur notre vie intérieure, Ouais. sur notre Alors- agitation intérieure. Alors, en préparant l'émission, je me suis amusée effectivement à regarder les effets néfastes évoqués justement par l'exécutif européen qui dit que notamment cela crée parfois de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et donc une mortalité prématurée. Bref, c'est pas forcément bon. Pourquoi, à votre avis, Christian Hugonnet, la France est visée plus qu'un autre pays? Comment ça se fait ça? Pourquoi la France Est excusez-moi. visée par... Oui, pas plus que... Oui, nous sommes... Comment ça se fait? Non, je crois que nous sommes véritablement, ça c'est un langage que j'aime bien tenir, c'est que précisément la France est rétinienne. Autrement dit, on est dans le visuel, ce qui a fait en La fait la France est France... rétinienne. Oui, je pense que ce qui a fait la qualité esthétique, en tout cas la culture française jusqu'à présent, c'est la littérature au XIXe siècle Ouais. et la peinture Et la finalement. peinture. Autrement dit, on est Et là-dedans. l'architecture. La musique, vous savez, a été vécue plutôt outre-Rhin, autrement dit chez les Allemands, chez les Anglais, etc., chez les Anglo-Saxons de manière générale, qui, eux, sont vraiment très, très axés sur le sonore. Les pays du Nord nous donnent l'exemple, justement, sur ce qu'il faut imaginer pour une ville qui soit concentrée sur un bruit qui soit maîtrisé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Mais chez nous, on n'est pas là-dedans, on est dans le visuel. Et c'est pour cela peut-être qu'on oublie quelquefois tout simplement que l'homme fonctionne par le son, et que par le son. Et effectivement, il faut entendre pour mieux voir. Hein, il faut savoir écouter le monde pour mieux le regarder. C'est ce que nous sommes en train de dire, que nous disons chaque année dans le cadre de la semaine du son du mois de janvier, Ouais. qui est maintenant dans les mains de l'UNESCO. Et on veut absolument mettre en place cette notion fondamentale qui consiste à penser que écouter, c'est mieux voir. Et dans un pays qui est rétinien, comme je le disais tout à l'heure, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que nous sommes peut-être un des derniers pays européens, je veux dire, à être aussi conscients que cela du sonore. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez juste certainement ce que vous dites parce que on voit en Allemagne l'importance de la musique même à l'école, etc. Nous, il y a quasiment rien ou alors il faut vite se spécialiser, inscrire ses enfants au conservatoire dès l'âge de 3 ans. Enfin, je sais pas, je plaisante, mais Marie de Varas, vous partagez ce point de vue sur c'est drôle, la France rétinienne. Vous êtes d'accord ou pas? Vous percevez ça? J'avais jamais entendu parler de cette expression, mais je suis assez d'accord. Oui. C'est une amie étonnant. aveugle qui m'a dit cela un jour. Elle me dit, tu sais, Christian, vous êtes tous des rétiniens. Hein. Elle me dit, elle ne voyait pas le monde. Elle me dit, si vous pensiez, vous mettiez à la place de quelqu'un qui ne voit pas, hein, et qui ne fait qu'entendre, pourriez vous apercevoir que le bruit est partout et que aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous déplacer dans une ville tellement, effectivement, nous n'avons plus de repères. Oui. Et donc, elle pouvait me le dire parce qu'elle ne voyait pas, vous voyez.
Ouais. Et aujourd'hui, moi je pense, oui, vraiment, que nous sommes, nous pensons rétiliens. J'étais dans un cabinet du ministre, je ne citerai pas lequel, on veut organiser pour 2025 à Osaka un mois qui serait entièrement dédié au sonore. Et ce ministre me dit, mais écoutez, Monsieur Gonnet, vous voulez faire une exposition sur le son, mais il n'y a rien à voir, me dit-il. Hein, il faut réfléchir à cela. Hein, Ouais. il faut réfléchir à cela. Alors, revenons à nos... Enfin non, revenons à nos moutons. Recentrons-nous sur cette question, effectivement, source d'agitation intérieure, à l'heure où parfois, moi j'aime bien me prendre moi-même pour le cas pratique de l'émission, quand je le peux en tout cas, et c'est vrai que parfois, il faut un peu se forcer pour ne rien mettre comme fond musical, comme fond sonore, tellement on est envahi par le son. Donc parfois, c'est vrai on se lance parfois dans une retraite, par exemple, quand on n'a pas la chance, comme les moines, de vivre toute l'année dans le silence, pendant des années même, hein, dans le silence. Un silence relatif, bien évidemment, Marie de Vera, mais c'est vrai que parfois, c'est difficile de se lancer dans le silence, tellement le bruit devient presque comme le sucre, quoi, une espèce de drogue. Est-ce que je me trompe? Il y a quelque chose d'ordre-là. Moi, ce qui m'a frappée, c'est une des religieuses du livre, Sœur Godelive, qui est au Rivet, qui est une trappistine, donc qui suit une règle très sévère de silence. Elle m'a dit que le silence était une exigence, une ascèse. Donc même pour elle, Une ascèse. une ascèse. Waouh. Donc ce n'est pas évident. Oui, oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre du difficile de faire taire. Là, c'est le silence extrême. Hein. C'est intéressant. Carl de Miranda et Christian Hugonnet, effectivement. Oui, le silence, il est mal perçu aujourd'hui chez nous parce que Il est mal perçu. Hein. ça veut dire, ça a un côté négatif, définitivement négatif. Donc, Pourquoi? parce que savoir écouter, ça prend du temps. Et savoir se poser, justement, laisser tomber, justement, cet environnement sonore qui ne désemplit jamais, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Aujourd'hui, nous sommes abreuvés de sons qui ne désemplissent jamais. À la différence du 19e siècle, où nous avions des bruits de charrette, nous avions des bruits, mais qui étaient discontinus, vous voyez, qui s'arrêtaient à un moment donné et qui reprenaient. Aujourd'hui, les bruits restent permanents. Vous avez des exemples? Oui, la rue, tout simplement. J'interviens sur le balai des voitures, les pompiers, la police. Circulation, évidemment, mais également tout ce qui touche également au moteur. C'est le moteur qui a apporté cette notion-là. C'est une agressivité. Le klaxon, comme dit Guillaume, effectivement, derrière cette Oui, vitre. mais pas que. Je veux dire, c'est un continuum sonore qui fait que quand on est privé de ce décorum finalement sonore, on se retrouve un peu tout seul avec soi-même. Il faut savoir aussi y faire face. Ouais. Hein. Et je pense aussi au moteur des climatiseurs, tout ce qui touche. On ne réalise pas à quel point nous sommes envahis Absolument. par le bruit. Et tout cela, c'est la ville maintenant, ça y est. Et demain, si nous avons des voitures électriques, nous aurons encore les bruits de roulement sur la chaussée. Nous aurons toujours effectivement des climatiseurs qui se multiplient maintenant avec le réchauffement climatique. Donc le moteur va être partout. Hein, Ouais. je veux dire. Et donc c'est moteur. un continuum sonore. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, on pourrait le dire, le silence. Oserais-je le dire, je le disais avec Cynthia Fleury il y a quelques temps, sur une soirée qu'on a organisée au Bernardin, le silence pour les riches et le bruit pour les pauvres aussi. Donc il y a bien aussi, avec le bruit... Le silence pour les riches et le bruit... Attendez, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le silence pour les riches, c'est-à-dire véritablement, quand on veut avoir, on voit bien la cartographie de Paris, par exemple, la cartographie sonore de Paris, les lieux les plus chers sont toujours les plus silencieux. En effet. Il y a des arbres comme par hasard, des grandes avenues, etc. Voilà, et les boulevards périphériques, je veux dire, sont tous effectivement extrêmement bruyants, et c'est là où on trouve, et pas que les boulevards périphériques, on a des zones très brillantes à Paris qui sont évidemment où le prix du mètre carré chute énormément. Ouais. Donc il y a bien en fait... Et quand ça devient un luxe maintenant, depuis le Covid en plus. Hein. Ça y est, dans les critères immobiliers, le calme devient, je crois, limite ex aequo en numéro 1, en tête de liste. Absolument, et tout de suite maintenant, on demande, tout de suite, les agences demandent si évidemment il y a du bruit ou pas, ou si c'est un lieu silencieux. Donc ça fait partie d'un critère. La vue et le bruit souvent d'ailleurs, hein. La vue et le calme. Hein. Sans vis-à-vis, pour ceux qui sont dans la recherche immobilière active. Carl de Miranda, vous partagez ce point de vue pour amorcer une réponse à notre question qui est vaste, il est vrai, hein, source d'agitation intérieure, source de réconfort aussi, mais ce bruit, la permanence du bruit, le moteur, les motards justement,
parfois aussi, qui font beaucoup plus de Oui, bruit qu'avant. oui. Alors, un point de vue qui peut Ouais, être intéressant, c'est on- la question, c'est la pollution sonore est-elle source d'agitation intérieure? On peut aussi se demander dans quelle mesure l'agitation intérieure est-elle source de pollution sonore? Parce que, à mon sens, il existe véritablement une connexion entre l'état intérieur dans lequel nous sommes tous membres de cette société occidentale hyper dynamique, consumériste, qui se trouve beaucoup dans l'agitation, et le bruit qu'elle produit. Et naturellement, ce bruit nous vient en retour. C'est-à-dire qu'il existe une relation en réalité entre le microcosme que nous sommes, plein de désirs, d'agitation, et ce macrocosme extérieur qui se trouve plein de bruit, mais qui reflète justement cette agitation qui est en nous. Évidemment, l'arrivée de l'ère industrielle, avec toutes ces nouvelles technologies, tout cela s'est développé en même temps que se développait en chacun de nous une prépondérance du désir, c'est-à-dire que le désir a nourri toutes sortes de pensées, de dynamiques en nous. On court après toutes sortes de choses dans nos vies, donc tout ça participe un peu d'une agitation intérieure, et naturellement, ceci est en relation avec tous ces transports, ces déplacements que l'on fait, toutes ces ouais. marchandises qu'on achemine pour répondre à ces désirs. Donc, je trouve intéressant de voir le parallèle qui existe entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en nous. Alors, ça ne vaut pas un chant grégorien, ou peut-être que si. Et nos invités nous le diront, en particulier Christian Hugonnet. Prélude et fugue en la mineur, c'est ce que je vous propose de Dimitri Shostakovich. On se retrouve juste après, tout de suite. Ce que je ne vous ai pas dit, c'était que c'était Getz Jarrett, évidemment, au piano. Pas évidemment, mais il fallait quand même le préciser. C'est ça le clou du spectacle. Merci François Dieudonné. Voilà, Prélude et fugue en la mineur de Shostakovich. À l'heure où nous parlons, eh bien, non pas du beau bruit, mais de la pollution sonore. C'est d'ailleurs affreux ce terme. Est-elle source d'agitation intérieure? Eh bien, on en parle justement aujourd'hui dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF, avec Marie de Vara, journaliste à Famille Chrétienne, qui participe à ce petit collectif autour de cet ouvrage, qui ont rencontré 10 moines et moniales, on peut le dire, dans ces monastères au parfum d'éternité, aux éditions MAM, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. C'est une lecture qui fait entendre des bruits qui ne sont pas ceux des motards ou des moteurs, comme le disait ce cher Christian Hugonnet, également ici présent, qui est ingénieur du son acousticien. Il vient en tout cas ici en tant qu'ingénieur du son acousticien et clarinettiste, qui réfléchit énormément sur le bruit, le bon bruit, le mauvais bruit, la pollution, le bruit subi, le bruit non subi. Karl de Miranda est enfin en ligne avec nous, qui travaille lui aussi. En tout cas, lui, il travaille à la question il travaille sur la question du bonheur depuis des années. Un monde heureux est encore possible, selon lui, on l'espère en tout cas. 10 étapes clés sur le chemin du bonheur aux éditions Jouvence, c'est son dernier ouvrage. Effectivement, Marie de Vara, quand Thibaut de Montaigu préface l'ouvrage en écrivant que c'est arrivé un soir d'hiver accompli, l'abbatiale était déserte quand une quarantaine de bénédictins sont entrés par une porte latérale et ont pris place dans les stalles. Silhouettes sans visage, sous leurs amples capuches noires, ils semblaient flotter au-dessus du sol, comme s'ils n'étaient déjà plus tout à fait de ce monde, mais de l'autre qu'annonçait dans le cœur, tout au fond, un grand Christ roi dans sa tunique de gloire suspendue à la voûte. Alors, les premiers chants grégoriens se sont élevés, des voix qu'on eût dites libérées de toute chair, qui venaient et refluaient hors du temps et de l'espace, et aussitôt, je me suis sentie soulevée de terre. Eh bien, dis donc, c'est pas tous les jours à sa fenêtre qu'on peut vivre une expérience pareille, dites-moi. C'est magnifique. C'est à tomber de l'armoire, cet extrait. Oui, effectivement. Moi, ce que je voulais rebondir sur Ouais. ce qu'avaient dit vos invités, sur les journées nos journées qui sont saturées de bruit, mais en fait, on en est souvent les premiers responsables. En préparant cette émission, j'étais tombée sur l'exemple de Madeleine Delbrel qui avait Ouais. choisi de vivre justement au milieu du bruit. Et elle disait que ce sont finalement plus que le bruit extérieur, ce sont plutôt nos vaines paroles ou nos conversations futiles qui nuisent le plus au silence. Elle disait: le premier degré de la mystique échelle du silence, c'est d'éviter de s'écouter parler.
Elle disait aussi: «Le silence, c'est quelquefois se taire, mais le silence, c'est toujours écouter» et les moines, ce sont des écoutants. En fait, ils se mettent toujours à l'écoute de Dieu, à l'écoute, de leur cœur. C'est frère Basile dans ce livre qui me Mmh. disait: «La sagesse se trouve beaucoup plus dans l'écoute que dans le faire. Le moine, c'est un écoutant, écouter Dieu, sa parole et lui répondre par le don de sa vie» et c'est là qu'on atteint peut-être le vrai silence. Ouais. Eh bien, il y a du boulot, messieurs, messieurs, dames. N'est-ce pas, Christian Hugonnet? Oui, enfin donc, oui, Ouais, je suis là où on est dans le bruit maîtrisé, encore une fois. ouais. C'est une notion très importante, cela. On ne le maîtrise pas assez, ce bruit. Et je, je m'intéresse beaucoup aux gares aujourd'hui, par exemple, qui sont des Tiens, lieux extrêmement bruyants, les gares. ouais. Donc, et on sait que quand on rentre dans une gare, On le on sait sait. qu'on est dans le bruit. Voilà. Ouais. Et eh bien, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris conscience qu'il fallait aussi traiter également ces lieux, acoustiquement. Il y a des acousticiens qui existent aujourd'hui, on ne fait pas appel à ces gens-là. Et on devrait se poser la question sur les 4 gares de Paris, elles sont toutes maltraitées, si je puis dire, sur le plan acoustique. Et ça permettrait de faire tomber ce bruit, justement, Même la euh, gare du Nord, même une gare du Nord, qui est très absolument. récente, Ouais, d'accord. absolument, qui est tout J'y à vais fait pas souvent, on récente. me dirait, mais Ou gare de d'accord. Lyon, ou bien toutes Ouais. ces gares. Montparnasse, c'est une catastrophe. C'est assez évident. Alors, pour quelles raisons? Ben, encore une fois, mauvaise prise de conscience, effectivement, ou absence de prise de conscience. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'intervention de votre Carl de Miranda. au cadre de Renard est très intéressante parce que précisément, il met l'accent sur l'agitation intérieure qui va vers l'extérieur. Et c'est vrai que cette agitation intérieure crée le bruit aussi. Et cela me fait penser à une notion fondamentale qui Ouais. est celle de la violence. Autrement dit, quand on est dans un lieu, quel qu'il soit, quand il est un lieu qui est maltraité, hein, dont l'acoustique n'est pas traitée, crée en fait un phénomène de violence. C'est-à-dire que tout simplement, on est soi-même effectivement déjà un peu énervé parce que on a Ouais. loupé son train ou bien on est un peu, on arrive très en retard, etc. Et on va parler fort, etc. Et on va créer en fait une espèce de bruit qui va se dégénérer finalement et créer des effets de violence. Ça, c'est violence verbale, j'entends évidemment, hein, Ouais. ou plus. Hein. Donc, il y a bien en fait une relation très forte entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime, Ouais. effectivement, qui crée le bruit. Mais aussi, le bruit crée aussi, d'une certaine manière, la violence également. Autrement dit, vous voyez, ça s'interpelle tout cela. Donc, il ne faudrait pas isoler, en tout cas, le bruit de notre comportement. Et c'est en cela que cette intervention est tout à fait judicieuse. Ouais, ouais, ouais. Carl de Miranda, effectivement, le fait souvent, je rejoins effectivement l'expérience qu'a dû vivre pendant quelques... Comment a duré cette pérégrination, ce reportage, au fond, Marie, pour ce livre? À chaque fois, on venait un week-end à peu près dans un monastère. Et, Alors, c'est à la fois court, mais ça peut paraître long pour une première fois. Le silence pendant un week-end entier. Mais en revanche, c'est assez amusant, parce que pour ceux qui ont vécu, moi je l'ai vécu, j'ai eu la chance de le vivre, ce silence un petit peu prolongé sur une semaine totale, au cours d'une retraite spirituelle à Orscan, pour ne pas la nommer, qui propose cela chaque année en fin d'année, en fin décembre. Et c'est vrai qu'au début, on a beaucoup de mal à ne pas parler lors des pauses, etc., où nous nous retrouvons. On a du mal à pas parler. Et puis au fur et à mesure, on s'habitue. Et à la fin, quand on revient à Paris ou dans les grandes villes ou quand on revient chez soi, eh bien, alors malheureusement, le naturel revient au galop. Mais dans un premier temps, on choisit ses mots davantage. Moi, je me souviens de cela. C'est-à-dire que on cancane peut-être un peu moins, on parle moins pour ne rien dire, il y a moins d'agitation verbale. C'est amusant ce que vous disiez tout à l'heure, Marie, ça m'a fait penser à cette expérience que je me permets de vous faire partager aujourd'hui. C'est étonnant. Oui. Moi, ce qui me frappe dans ces expériences, c'est que ça crée des liens très forts entre les personnes. Je trouve que quand on vit cette expérience de retraite, on connaît plus les gens, finalement, que si on avait discuté avec eux toute la Un semaine. bâton rompu Un toute la bâton semaine. rompu. Il y a, je ne sais pas à quoi c'est dû, Comment mais ça se fait, ça? ouais, c'est le silence ça laisse. Peut-être qu'on peut plus laisser parler le cœur, peut-être. Qu'est-ce que Ça- vous en pensez, Carl de Miranda et Christian Hugonnet? Ça vous parle, ça? Ça vous paraît Oui. cohérent? Eh bien, écoutez, on voit bien ce dont vous témoignez. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui se tournent vers ces retraites en silence, ces moments de silence. Et tout un chacun qui se livre à cette expérience va d'abord constater que c'est
c'est difficile dans les premiers instants, puis ensuite, une fois franchi cette première barrière, on découvre le bruit qu'il y a en nous, le bruit que font nos pensées, le bruit de notre vie intérieure. Et on réalise à ce moment-là que par le brouhaha constant dans lequel on est immergé dans le monde moderne, en fait, on est déconnecté de ce bruit intérieur, de ce qui se passe en nous. Et du coup, la première chose qu'on découvre quand on se tourne vers l'intérieur et qu'on se déconnecte du brouhaha extérieur, c'est que, eh bien, il y a toutes sortes de bruits et parfois un peu un chaos en nous, c'est-à-dire des pensées qui se succèdent les unes après les autres, des émotions qui nous perturbent, qui nous parasitent. Et en fait, on fait la découverte d'un monde intérieur vers lequel on pourrait aller vers beaucoup plus d'harmonie. Et au fur et à mesure qu'on progresse vers ce temps à l'intérieur d'une retraite, comme vous en avez fait l'expérience, petit à petit, une harmonie se réinstalle en nous, puisque on a développé davantage de conscience de ce qui se passe en nous. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on est repropulsé vers le monde extérieur, malheureusement, ce brouhaha ambiant fait qu'on se déconnecte trop facilement de cette mélodie qu'on devrait davantage écouter en nous-mêmes et qui, du coup, n'étant plus écoutée, redevient un chaos perturbé et parasité. D'où l'intérêt parfois de rentrer dans une église comme cela, comme on a la chance de pouvoir le faire dans nos grandes villes, en tout cas où les églises sont ouvertes toute la journée. Et là, c'est un vrai bonheur de pouvoir se recueillir dans quelques minutes de silence, qui est un luxe, évidemment, Christian Gonnet. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que le bruit nous immerge, ça a été dit plusieurs fois durant cette émission, on est dedans. Et sur un plan scientifique et sur un plan, je dirais même sanitaire, on peut considérer que ce bruit vient en fait bousculer en fait ce qu'on appelle les neurones de l'audition, ceux qui se trouvent là-haut en fait, pas l'oreille. L'oreille est un organe, est un transmetteur si je puis dire, mais là-haut, c'est au niveau cérébral que les choses les problèmes se posent. Et en fait, on s'aperçoit, et on a fait une étude récemment avec le professeur Paul Avant sur des cochons d'Inde auxquels on soumettait des bruits continus sur plusieurs heures comme cela. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'au niveau cérébral, donc au niveau de ces neurones de l'audition, il y a en fait des protections neuronales qui sautent, en fait, qui finissent par sauter, qui fatiguent et qui mettent en péril ce qu'on appelle en fait le réflexe tapédien, qui lui est un réflexe qui permet de se prémunir justement des niveaux forts d'ailleurs. Ouais, donc on est quasiment certain aujourd'hui que, évidemment, les sons de fort niveau la plupart du temps aussi, mais continus, je veux dire, qui sont toujours dans ce continuum qui nous immerge, avec des guillemets, finit par asphyxier, on va dire cela de manière simple, nos neurones de l'audition, et on peut comprendre qu'il y a une fatigue énorme qui se met en place derrière tout cela, avec un besoin évidemment de relaxation, de silence, de micro-silence aussi, je dirais. L'aurez-vous observé aussi, les gens s'expriment aujourd'hui d'une manière continue aussi. C'est-à-dire que comme toutes les musiques sont extrêmement compressées, sont densifiées au maximum, qu'il n'y a plus de micro-silence non plus dans les musiques, et dans la manière laquelle... Il n'y a plus de micro-silence dans les musiques. Non, il n'y a plus de micro-silence dans les musiques, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement densifiées en fait en énergie. Il n'y a plus de niveau faible dans les musiques. Toutes les musiques qu'on entend maintenant sur les plateformes ont tendance aujourd'hui à être densifiées au maximum pour être entendues au-dessus du bruit de fond de la ville, parce que c'est ça l'idée tout de même, c'est de pouvoir entendre toujours, avoir le boléro de Ravel du début à la fin, mais au maximum finalement. Même les classiques sont mais bien sûr qu'on est dans cette situation-là. Donc on rejoint d'une certaine manière le bruit. Vous voyez, on a en fait des musiques qui sont tellement compressées qu'elles sont presque effectivement, elles se rapprochent d'un continuum sonore qui est celui du bruit. Et ça finit énormément par fatiguer. Donc cette absence de micro-silence est un phénomène très important, car en fait, il y a dans le micro-silence et dans le silence et dans le micro-silence cette capacité à comprendre le monde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait du silence pour les riches et du bruit pour les pauvres. Autrement dit, est-ce que quelque part aujourd'hui, on n'est pas en train de massacrer de certaine manière en fait la réflexion de chacun par un bruit qui ne désemplit jamais? Et comme vous le disiez tout à l'heure, il faut aller sur le silence pour retrouver son équilibre, pour ne pas être décentré. Je vais dans un supermarché. Pourquoi j'ai ces musiques
en permanence, qui viennent effectivement m'amener à acheter n'importe quoi. L'autre jour, je voulais acheter une savonnette, je suis sorti avec une brosse à dents. Vous voyez, je ne savais plus où j'en étais, quoi. Et en fait, il y a dans ce bruit et dans ce son qui ne désemplit jamais, en fait, un élément qui vous décale, qui vous permet de décentrer votre centre de gravité, vous voyez. Et tout cela est extrêmement important à dire. Et tout ça est prévu, tout ça est C'est pour ça que le silence est un élément fondamental pour se retrouver. C'est même une survie, je dirais. Et vous pensez qu'il n'y avait pas de bruit dans les grands magasins il n'y aurait pas autant de... On achèterait moins de choses, vous pensez? Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même. C'est-à-dire qu'on est un peu... Vous savez, c'est l'homme qui achète, quoi. C'est c'est le phénomène, je vais vous dire, c'est le domaine de la brasserie. La brasserie, dans une brasserie, tout le monde parle fort, etc. Ouais, on n'a pas l'acoustique, il n'y a pas l'acoustique. Et je travaille dans des brasseries, on me dit non, on veut du bruit. Et quand on est dans le bruit, on boit beaucoup. Et on consomme beaucoup, vous voyez. Donc on est même plus un peu soi-même. Et quand on va dans un restaurant très feutré, j'étais l'autre jour ça peut être intimidant, chez Alain Passard, c'est vrai que là, du coup, on est dans un lieu extrêmement traité acoustiquement. Et là, on s'entend parler et on se dit des choses importantes. Donc, vous voyez, la relation entre le bruit et l'environnement et la manière de penser et notre capacité à réfléchir. Et c'est vrai que j'en profite pour préciser, vous allez me dire si vous êtes d'accord, quand on va à un concert, par exemple, de musique classique, mais pas forcément, mais moi qui aime bien de temps à autre quand je peux m'échapper, c'est vrai que le micro-silence dont vous parlez est davantage présent. C'est pour ça que c'est très agréable. Dans les salles de concert. On est tellement bien quand on sort, ça nous fait du bien, quoi. Beaucoup plus qu'un... Je me suis souvent demandé pourquoi ça ne faisait pas le même effet quand j'écoutais ça sur mon iPhone. Mais je suis monté le même concert sur mon iPhone. Avant un concert donné par l'Orchestre Padeloup, qui est d'ailleurs parrain de la Semaine du Son cette année, je suis monté sur la scène musicale en leur disant à tous ces gens, vous allez vous faire plaisir d'un point de vue sanitaire. Donc c'est pas uniquement un concert. D'abord c'est sociétal parce que vous allez avoir des musiciens sanitaire. En face. Mais vous allez avoir un plaisir sanitaire, c'est-à-dire que vos neurones de l'audition vont se mettre à se faire du bien. Et autrement dit, vous allez avoir des... Écoutez le niveau de bruit de fond de cette salle de concert qui tombe à 25 décibels. C'est rien du tout, quoi. Et vous l'aurez jamais demain ni dans votre salle à manger, ni dans la rue. Même s'il n'y a pas de bruit. Dans notre salon. Pas de bruit. Voilà. Et ça, c'est ça le bonheur de l'écoute. C'est étonnant, Marie de Varin. Bon, je vous propose de donner votre petite réaction ou votre grande réaction juste après le bruit blanc de l'été de Dominique A. À tout de suite. Et voilà pour le bruit blanc de l'été. Dominique A. La pollution sonore est-elle source d'agitation intérieure? Nous en parlons avec nos trois invités. Marie de Vara, Christian Hugonnet et Karl de Miranda. Karl de Miranda, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des méfaits du bruit, de l'agitation intérieure, faiseuse de moteurs de bruit, de mauvais bruit pour le coup, de bruit qui nous remplissent mais ne nous nourrissent pas au fond. C'est un peu ça finalement qu'on peut dire aujourd'hui, à travers tous les exemples égrenés par Christian Hugonnet juste avant cette petite trêve musicale justement. Qu'est-ce que vous en dites vous, Karl de Miranda? Je ne sais pas si vous avez des notions d'ingénieur du son, mais en tant que... Alors, pas forcément, mais par contre, pour rebondir sur un élément qui vient d'être partagé par Christian Hugonnet, il me semble intéressant de pouvoir distinguer deux types de pollution sonore. C'est d'une part la pollution qui est intentionnelle et d'autre part la pollution non intentionnelle. Par pollution non intentionnelle, j'entends celle qui est un effet collatéral, qui n'est pas forcément désiré d'une activité. Par exemple, le bruit généré par le transport routier, clairement, ce n'est pas voulu, mais on le subit. Disons que c'est non intentionnel. En revanche, il existe, comme venait de le dire Christian Hugonnet, des pollutions intentionnelles. Vous rentrez dans un supermarché, on vous met une certaine musique, certains messages visant à stimuler l'achat. Et dans notre société, il y a un certain nombre de situations où nous sommes exposés à cette pollution intentionnelle, typiquement tout ce qui est de l'ordre des messages publicitaires, tout ce qui est de l'ordre des bruits, des contextes sonores qui vont nous pousser à consommer. Et donc, ça aussi, on voit bien que typiquement, ce type de pollution sonore est directement en lien avec l'agitation intérieure, puisque précisément, elle cherche à provoquer en nous une agitation, un désir, et afin qu'on passe à l'acte. Et voilà, du coup, je pense qu'il est intéressant d'être conscient
dans notre environnement de ces deux types de pollution et de savoir faire la part des choses. Parce que ensuite, on est capable de mieux filtrer et d'être plus conscient de ce qui se passe en nous au contact de ces sources de pollution. Et d'autant plus que ce que nous disait à l'instant Christian Hugonnet, c'est que pour rebondir sur ce que vous évoquiez au début de l'émission, Marie de Vara, sur le fait on a l'impression de mieux connaître l'autre quand on passe plusieurs jours en silence en sa compagnie. C'est pas étonnant, dit Christian Hugonnet, parce que, 3 petits points. Tout simplement parce que le silence n'existe pas en tant que tel, véritablement. Comme vous le disiez très très justement, le silence est toujours habité. Ça, c'est un mot très fort qu'il faut retenir. Le côté habité du silence. Et qu'un bruit de pas, j'en parlais tout à l'heure, est un bruit qui est extrêmement important. Une personne qui se déplace pour une personne, pour un aveugle par exemple, c'est pas moins de 24 signifiants sur la personne, c'est-à-dire on connaît à peu près son sexe, on connaît son poids, la nature des chaussures, son intention, là où il va, d'où il vient, etc., son état d'être, etc., la nature du sol. Enfin, il y a plein de choses qui se passent quand on écoute le monde et il y a des personnages clés dans l'histoire du sonore. L'un d'entre eux s'appelle Murray Schafer, qui est un compositeur canadien qui avait imaginé ce qu'on appelle le soundscape, donc le paysage sonore, et qui consistait à considérer que les sons, les yeux fermés, nous permettaient de voir le monde. Donc on a à travers le silence et les micros et tout ce qui se passe dans le silence, toutes ces petites habitations, ces micro-bruits qu'on entend en permanence, eh bien ces micros sont des signifiants très importants sur la personne. Très importants. Et c'est vrai que vous disiez que je pensais aux vieux films où les bruits de pas étaient très fins. Je trouve que quand on voit des films en noir et blanc, alors on sait que les bruits étaient un petit dissociés, je crois, à l'image. Puis maintenant, tout est écrasé, même au cinéma, n'est-ce pas, certainement, Christian Hugonnet. C'était pas le cas avant. Alors c'est une très bonne remarque, ça. Je regardais Touche pas au Grisby l'autre soir qui est passé, mais c'est hallucinant. Il n'y a pas de musique, il n'y a plus de musique. La musique, c'est vraiment des moments très très particuliers. Et moi, je travaille beaucoup pour le cinéma. Aujourd'hui, tout de suite, dès qu'il y a un moment de silence, alors on remplit la bande son et on met de la musique, etc. Mais c'est le moment où l'inspecteur marche dans son bureau avant de trouver la bonne solution. On l'entend marcher sur ce parquet et on entend craquer. C'est génial. Et on se dit, tiens, il se passe quelque chose. On est avec lui, là, véritablement. Donc, on est vraiment ensemble. Et on a oublié cela. Donc, en fait, on remet, d'une certaine manière, dans les films, aujourd'hui, le spectateur à sa place. On ne l'inclut pas, finalement, suffisamment dans le film. On n'a pas compris encore que, précisément, ces événements sonores, micro-silences compris, effectivement, sont des éléments qui vous permettent d'aller de rentrer dans le film. D'ailleurs, on ne fait que regarder des films. Et Costa Gavra, avec lequel je travaille aussi, me disait l'autre jour, tu sais, Christian, tous mes personnages, je les construis, je les invite par le sonore d'abord. C'est-à-dire que ce sont des symphonies de voix d'abord, que je commence par choisir mes personnages par la voix. C'est la voix qui compte. Et ce sont des équilibres de voix entre, je dirais, le masculin et le féminin. Yves Montand, Simone Signoret, évidemment, c'était facile. C'était un équilibre facile. Mais Jean Gabin, on pense à Saint-Jean-Hiver. Mais démarrer par le sonore pour aller sur le visuel, c'est à tous les coups gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un point essentiel. Marie? Moi, ça me fait penser au très beau livre de Jacques Lucéran, j'espère que je ne me trompe pas dans le prénom, Et la lumière fut, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, je l'ai pas lu. C'est un homme qui est devenu aveugle à l'âge de 8 ans et il découvre un nouveau monde parce qu'il est privé de la vue, mais il devient voyant à ce moment-là parce qu'un monde s'ouvre à lui et parce que du coup, il est très attentif et il voit mieux en fait. Ah, mais si, c'est celui qui avait vécu une explosion, c'est ça, au Liban, c'est pas lui? Non, c'est pas non, c'est quelqu'un qui est né entre les deux guerres mondiales et il est devenu chef de la résistance à 18 ans parce qu'il savait reconnaître au son de la voix si la personne était quelqu'un qui mentait ou pas pour infiltrer le réseau de la résistance. C'est un livre incroyable, cela me fait beaucoup penser à ça. Ouais, disons que la force du silence, on y est là, en plein dedans. Ouais. Mais tout de même, effectivement, cette sorte de pollution sonore, moi j'ai envie de terminer l'émission. Alors, elle n'est pas tout à fait terminée encore, ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire les uns les autres? Qu'est-ce que vous recommandez, mis à part faire des micro-siestes? Des micro-siestes de bruit, des micro-sessions, des micro-pauses dans des églises, dans des cathédrales, des retraites quand on le peut, des séjours à la montagne, à la campagne, loin de tout. Qu'est-ce que vous recommandez les uns les autres, Christian, Karl et Marie?
Dans l'expression, dans l'oralité, l'oralité est en train de Pollué. nous polluer, et elle est polluée par le bruit, ça on le sait bien, et donc on n'a plus envie de dire aujourd'hui je t'aime à quelqu'un à 40 décibels sur les Champs-Élysées, vu que ça ne marche pas, on ne sera pas entendu. Donc il faut se préserver des moments, Avis aux amoureux. il faut se trouver des moments de silence, des moments de réflexion, mais aussi je crois qu'il faut aussi ralentir notre débit Ralentir d'expression. notre débit Il faut d'expression. arrêter de parler si vite, quoi. Pourquoi est-ce qu'on parle Et si vite? C'est dingue. ben, je crois qu'on a envie, on a envie de dire, on a envie de crier au monde qu'on n'est pas forcément d'accord, etc. Et puis tout le monde veut parler finalement. Et je crois aussi que nous parlons la manière avec laquelle nous écoutons, hein. C'est-à-dire que si Mhm. vous interrogez quelqu'un à la sortie d'un concert qui aura été de grande qualité, il va Ouais. vous parler d'une autre manière que si vous l'envoyez en fait, vous lui parlez après avoir écouté au casque des sons extrêmement denses, qui ont été des musiques en tout cas, qui ont été extrêmement densifiées, et parce que la personne va vous parler selon la manière avec laquelle il a écouté ce qui a précédé. Autrement dit, nous nous exprimons à travers ce que nous écoutons, il ne faut pas l'oublier. Le- 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 L'oralité est un élément qui fait suite à l'écoute. Donc, Et oui. nous sommes émetteurs, récepteurs, émetteurs, à la différence de l'œil, hein. L'œil n'est qu'un récepteur, alors que le sonore est un élément qui vous arrive, c'est un récepteur pour conduire à l'émission. Ouais. Et donc, quand nous exprimons très vite, c'est parce que nous écoutons beaucoup de choses très vite. Le matin, sur toutes les radios, c'est vrai que vous avez tendance, d'une manière générale, à parler très vite, Je trop sais, vite. on me le dit d'ailleurs souvent. Pardon, auditeur qui Il faut m'écoutait. faire tomber effectivement le rythme. Bonne Et du coup, résolution. ça laisse un tout petit peu d'espace, ce que j'appelle le micro-silence. Ça laisse un peu de temps à l'autre de comprendre ce qu'on lui raconte. Ouais. Je vais essayer. Promis. Non, vous le faites très Je vais bien. finir par arrêter de parler. Ce sera peut-être bien pour certains auditeurs qui n'en peuvent plus de Montesquieu qui parle trop vite. Marie et Carl de Miranda. Carl de Miranda, effectivement, nous parlons trop vite. Alors, ça aussi, c'était un premier pas vers moins Et d'agitation oui, intérieure. c'est intéressant. Je crois que pour prolonger quelque chose qui s'est dessiné tout au long de nos échanges, je pense qu'il y a la question du rythme de nos vies, du rythme de tout ce que l'on produit, de toutes les productions artistiques, les films, les musiques. Le silence c'est petit à petit réduit à peau de chagrin, et quand on voit n'importe quel film, effectivement, le rythme est constamment trépidant. Quand on voit les jeunes, ils sont abreuvés de vidéos très courtes qui se succèdent les unes les autres, sans un seul instant de Ouais, pause pour digérer. c'est vrai. Donc la concentration se perd, et donc il y a vraiment cette notion globale de rythme, et se dire qu'est-ce que je peux faire pour ralentir un peu le rythme dans lequel je vis. Ça peut être des choses tout aussi bêtes que ne plus, quand on prend un repas, regarder la télévision ou écouter la radio en Ouais. même temps, mais simplement se poser, goûter les aliments, éventuellement échanger quelques mots avec les personnes qu'on est là, mais Même quand aussi on est seul, c'est profiter. vrai que c'est une... Voilà, profiter du goût des aliments, et ce temps de pause va nous régénérer. Donc voilà, trouver toutes sortes de moyens de ralentir le rythme, de revenir à soi. En fait, puisque l'un des effets pernicieux de cette pollution, c'est qu'elle nous déconnecte de nous-mêmes. Et plus on arrive à revenir à soi, eh bien, plus on peut retrouver de l'harmonie. Parce que, comme on l'a évoqué, à travers cette pollution, il y a beaucoup de forces aussi qui nous poussent dans certaines directions pour servir quelque part les intérêts économiques, commerciaux de certains qui veulent nous pousser à rester dans ce rythme, à consommer, et notre attention est en quelque sorte manipulée et constamment dynamisée dans cette direction. À nous de reprendre le pouvoir, de revenir à nous-mêmes, de ralentir le rythme et de nous reconnecter avec ce qui se passe vraiment en nous. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Marie de Vara, Moi, après l'écriture de ce oui. livre et toutes ces Moi, j'ai envie de rencontres? donner la parole à Sœur Aubierge, qui est moniale à Jouarre, et qui disait que le plus grand mal de notre monde, c'est la dispersion. L'homme cherche le bonheur dans les choses, il va de plus en plus loin, tous ses projets sont à l'extérieur. On fait tout pour que les gens soient distraits, ils ne pensent pas. L'homme est réduit en miettes, elle-même dispersée dans tous les sens. Et la sagesse, du coup, c'est de se poser, de rassembler notre être profond, d'en réaliser l'unité, et aussi de nous rassembler tous en Dieu. Bah, dis donc, vous êtes vachement plus rassemblés que moi, hein. C'est Sœur Après avoir Aubierge. vu, je crois que je vais aller voir la sœur. Je vais aller voir Frère Basile aussi, ça va me faire du bien, parce que vu qu'il est dans l'écoute, et il invite à être dans l'écoute de Dieu et puis des autres et du monde, et moins dans le faire. Il y a du boulot, les amis, il y a du boulot.
hein, n'est-ce pas, Christian Hugonnet? Oui, je pense même qu'on pourrait terminer cette émission sur une dimension politique. Je pense qu'il faut la mettre. D'ailleurs, le sonore, c'est de la politique. Autrement dit, une ville qui n'a pas pris conscience du brouhaha urbain et qui vient, comme on l'a dit durant toute cette émission, polluer notre réflexion surtout, hein, nous empêcher de réfléchir, Ouais. c'est bien un acte politique cela. Donc c'est important que C'est un nos acte politiques en politique, vous soient empêcher. enfin conscients quand même. Et j'en parlais l'autre jour à plusieurs responsables politiques, je leur dis, vous vous rendez compte, vous avez un boulevard devant vous, vous n'avez plus personne pour réagir. Quand on est dans le bruit, on ne réagit plus. Hein. On sait qu'on peut faire du mal avec le bruit et qu'on peut rendre les gens effectivement inopérants, si je puis dire. Donc il faut un lieu tranquille pour réfléchir et pour construire un mouvement sociétal aussi. Tout cela, ça ne se fait pas dans le bruit, hein, j'ose le dire. Et ça, c'est pas uniquement sur les Vous êtes en train de carrefours. nous dire que les politiques en sont eux-mêmes victimes? C'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que ça les arrange bien de Je- nous endormir, mais je- jusqu'à un certain Ben, point. je crois qu'ils n'en sont pas conscients. Mais qu'en même temps, ils doivent être conscients également qu'ils abondent dans un sens de non-prise de conscience, effectivement, d'une génération qui naît dans le bruit Ouais. et qui n'a plus cette capacité à réagir. Encore une fois, la réaction est un acte important qu'il faut conserver. C'est l'intelligence, tout simplement, de l'homme. Et un pays qui n'a pas pris conscience du bruit, effectivement, de ce bruit non-stop, va au mur, effectivement, conduit son pays au mur. C'est ce que j'exprimais l'autre jour auprès de M. Macron, d'ailleurs. Cessez de vous abreuver à TikTok et Instagram. Instagram, il n'y a pas trop de bruit, mais c'est surtout, si, il y en a. Mais surtout TikTok et autres Netflix, hein, n'est-ce pas, où les films et les séries s'enchaînent de plus en plus rapidement. Et ce n'est pas par hasard que ça nous empêche de nous concentrer, vous l'avez dit. C'est vrai ce que disait Karl de Miranda, n'est-ce pas, Karl de Miranda, hein, c'est peut-être sortir aussi, c'est être conscient déjà que nous ne sommes plus acteurs de rien du tout, que nous sommes les yeux comme comme une vache, mais dans le mauvais sens du terme, la pauvre vache, qui elle contemple la nature beaucoup plus qu'on peut le faire nous-mêmes devant Oui. nos séries là comme des espèces de bovins dans un sens gaulien Oui. du terme, peut-être. Je crois qu'il N'est-ce y a pas? une richesse dont il faut prendre conscience et dont le rythme dans lequel on est en train de nous déposséder, c'est notre capacité d'attention et de concentration. Dès lors que une jeunesse et toute une société, tous ses membres sont privés peu à peu de leur capacité d'orienter leur attention de la façon dont ils le souhaitent, de se concentrer dans la durée, eh bien ils sont à la merci de toutes les influences, ils vivent dans un brouhaha, et donc il y a vraiment l'importance de préserver ces atouts qui sont les nôtres, l'attention, la concentration. Et retrouvons, merci beaucoup, de la sagesse sonore, presque ça, mais n'est-ce pas Marie de Vara pour terminer l'émission? C'est vous qui avez le mot de la fin, figurez-vous. Encore une citation, allez Marie. Sœur Marie-Christophe du monastère de Voiron qui invite à rencontrer. Qui invite à rencontrer le Seigneur vraiment dans le silence, mais aussi dans la vie vraiment banale, parce qu'on n'est pas invité à être comme des bouddhistes, à faire vraiment le silence entièrement en soi. On est invité à rencontrer le Seigneur. À faire avec aussi, à faire avec la vie sonore. Voilà, exactement. Merci. Merci mes invités, Marie de Vara, cet ouvrage somptueux à offrir à Noël, pour Noël, Sagesse cachée des monastères d'y-rencontre au parfum d'éternité, Christian Hugonnet. Juste un mot pour dire qu'on peut parler également d'écologie sonore aussi. Ce sera un mot très Pour la fort. prochaine fois. La Et prochaine bien fois. voilà, et merci Karl de Miranda, karldemiranda.com et 10 étapes clés sur le chemin du bonheur chez Jouvence. Merci les amis pour ces belles paroles. Merci sur le silence.